Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 7h12. Dans quelques minutes, vous allez plonger dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche et les enfants d'Europe 1. Mais tout de suite, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Baptiste de Tombe. Thomas, bonjour. Essayiste, fondateur du média d'opinion Gavroche et auteur de L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences aux éditions Artege. Alors, parlons de la mort en direct. Il y a des milliers d'internautes, dont des mineurs, qui ont assisté sur la plateforme Kik au décès du vidéaste Jean Pormanoff, qui subissait des humiliations, des violences quotidiennes, des images visionnées des millions de fois sans que les autorités n'interviennent. Tout d'abord, beaucoup de nos auditeurs découvrent un véritable continent, puisque nous ne sommes pas amenés fréquemment à voir ces plateformes de streaming. Qu'est-ce qui attire le public dans la consommation de ce genre de contenu ? Eh bien, forcément, il y a ici un appel à un plus grand sadisme. Le fait est que l'écran permet une déconnexion aussi par rapport au réel, une déconnexion par rapport à l'humanité des personnes qui sont concernées dans le contenu diffusé sur la plateforme ici Kik. Et donc, c'est vraiment ce goût du sadisme, effectivement, qui est parfois dans le cœur de certaines personnes qui, ici, est nourrie et alimentée par la plateforme Kik. Et c'est une véritable question qui se pose pour nous, finalement, de qu'est-ce qui demeure ici de notre humanité lorsqu'on est capable de s'adonner à des actes de sadisme pareils. Mais en fait, ce qui s'exprime pour nous concrètement, c'est une forme de voyeurisme et d'exhibitionnisme dans la violence. Et pourquoi vous parlez de la plateforme Kik, sur laquelle était diffusée cette chaîne de ce vidéaste? Pourquoi particulièrement sur cette plateforme ? Eh bien, le fait est que la plateforme Kik est une plateforme beaucoup moins réglementée, au contenu beaucoup plus souple que ne le fait son concurrent Twitch. C'est la raison pour laquelle Kik peut diffuser des contenus qui sont aussi malveillants. C'est la raison pour laquelle la modération a été aussi lente à intervenir. Il faut quand même savoir que depuis 2024, Mediapart avait alerté par rapport à l'affaire sans que rien n'ait été fait depuis. Donc le fait est que ça fait longtemps que cela a lieu et que c'est parce que Kik a une réglementation beaucoup plus souple qu'on peut voir des contenus malheureusement aussi dérangeant. Pour comprendre ce phénomène avec ces humiliations, ces violences pratiquées au quotidien sur ce vidéaste, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le harcèlement scolaire ? Oui, complètement. Le fait est que le numérique vient complètement détruire les distances géographiques, par exemple, entre les individus, détruire aussi les distances morales, et l'air de rien, un message, un don sur la plateforme Kik paraissent beaucoup plus inoffensifs que du harcèlement, par exemple, de visu en réalité au collège ou au lycée. Le fait est que le fait de rendre cela numérique, la distance artificielle que cela crée, rend plus aisé ce type de comportement grégaire, mais aussi agressif et violent, et les rend aussi beaucoup moins condamnables moralement. On a beaucoup plus de mal à se figurer ce qui se passe derrière un écran, lorsqu'il y a une distance créée par l'écran, que lorsqu'on est directement en face de la victime, lorsqu'on voit son regard. Le fait est que c'est clairement ici proche du cyberharcèlement, dans la mesure aussi où le groupe vient plus ou moins effacer la responsabilité individuelle face à l'acte. D'accord, donc ce sont des comportements qui ont les mêmes ressorts, on va dire, que le harcèlement, mais qui sont démultipliés par le numérique. Le fait aussi que ce soit un vidéaste qui était vulnérable, qui était plus fragile, ça explique peut-être aussi cet acharnement auquel on a assisté ? Oui, mais malheureusement, c'est ce que disait aussi Hannah Arendt, c'est que plus l'empathie dans une société diminue et plus on se tourne vers la barbarie. Le fait est ici que si autant de personnes arrivent à s'adonner à un tel contenu dans lequel une personne visiblement avec des troubles moteurs, troubles mentaux est victime de tels actes de persécution, c'est bien aussi qu'il y a un problème de fond aussi qui s'exprime aussi pour nous, une capacité à ressentir de l'empathie, de la compassion, et donc une humanité qui est un petit peu en déchéance. Donc le fait est qu'il y a ici un problème par rapport à ce sujet-là, et que cela implique aussi une action potentiellement des pouvoirs publics pour réussir à juguler ce type de contenu qui ne devrait pas être aussi diffusé de manière aussi massive. Certains disent qu'il était consentant dans ses vidéos, qu'il l'avait exprimé plusieurs fois, mais tout de même on peut se demander si ça ne dépend pas des mécanismes d'emprise. Tout à fait, il y avait ici de la part des agresseurs une volonté quand même de manifester une supériorité par rapport à la personne. Donc en l'occurrence, eux ils diront que c'est un script, ils diront que c'est un scénario, ils diront que tout a été prévu en amont avec la personne concernée. Sauf que le fait est que là on voit ici très bien qu'il y a une personne qui est
psychologiquement défaillante, psychologiquement fragile, qu'elle a été complètement aussi abusée par ces derniers. Donc le consentement peut très bien d'abord être vicié, et cela, il me semble important de le rappeler dans un premier temps. Et ensuite, la dignité de l'humain, de l'homme, malheureusement, enfin heureusement plutôt, parfois elle doit ignorer la question du consentement. Il faut quand même savoir, par exemple, qu'en droit public, le lancer de nains dans les années 90 avait été interdit, alors que les nains en question étaient consentants. Donc c'est pas parce qu'il y a un consentement que pour autant la mesure, elle est bonne, elle est louable et elle est légitime. On ne doit pas laisser aussi pour la personne elle-même ce type d'acte survenir, qu'elle soit consentante ou pas. Alors vous parlez du rôle des autorités. Effectivement, on se demande s'il y a eu, et il y a eu forcément défaillance, dysfonctionnement, laxisme peut-être. Je me demande aussi, et les parents dans tout ça, des spectateurs, qu'est-ce qu'ils font, comment on s'est laissé déborder finalement par un phénomène où les enfants vont consommer des contenus violents en ligne sans qu'il y ait de contrôle parental? Complètement, mais le problème ici du smartphone, c'est qu'il crée une forme d'individualisation de la consommation numérique. Il y a beaucoup plus de difficultés pour des parents à contrôler ce que fait l'enfant lorsqu'il est sur le smartphone, parce que ça lui est propre, ça lui est individuel, il peut l'avoir partout où il est, dans sa chambre ou ailleurs. Donc le fait est qu'il y a beaucoup plus de mal à avoir un contrôle dessus. Qui plus est, le smartphone est aussi devenu un outil normal, un outil d'usage par défaut. Donc cela est rendu beaucoup plus aussi inoffensif et anodin. Les parents sont alors en conséquence forcément dépassés par les événements et ont beaucoup de mal à le réguler. D'autant plus que souvent aussi, il y a un phénomène psychique qui s'appelle la sous-estimation aussi du temps d'écran, et les parents ont tendance à sous-estimer non seulement ce que font leurs enfants, leurs adolescents sur les écrans, mais en plus à sous-estimer le temps passé par les enfants et les adolescents sur les écrans. Donc il y a ici un problème majeur de déconnexion des parents par rapport aux troubles que peut entraîner la consommation d'écran, et notamment par rapport à ce type de drame qui peut survenir aussi en ligne. Merci Baptiste Detombe. Je vous en prie. Essayiste, fondateur du média d'opinion Gavroche, auteur de L'homme démantelé, comment le numérique consume nos existences. Merci d'être venu en direct sur Europe 1.